Bonjour et merci d'être venu à ce slot sur comment j'ai piloté mon train. Déjà, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez apprécié la keynote ce matin? Ouais. Bon, ça me fait plaisir parce qu'avec Olivier, on fait partie des gens qui ont bossé dessus. On est super fiers de cette keynote. Bon, on a été très nombreux à bosser dessus. Là, l'idée de ce slot, ça va être de vous présenter un petit peu comment on a piloté le train au final. Je t'en prie, parce que j'ai pas la télécommande. Donc, j'ai commencé par vous faire un tout petit rappel sur ce que c'était que le modélisme ferroviaire, comment ça se passait il y a 10 ou 15 ans, comment ça s'est modernisé. Après, on va essayer de chercher où est mon train. Et enfin, on va essayer de vous montrer un petit peu plus les dessous de la maquette sur comment on a fait, voilà, en essayant de ne pas trop vous perdre. Donc, je suis Jean-Pascal Thierry, je suis développeur chez Xebia depuis 2 ans et demi. Et j'ai la chance d'avoir donc travaillé avec Olivier. Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier Pietremont, je suis sysadmin chez Xebia depuis cette année et je m'occupe donc de l'infrastructure interne de la société. Lorsque la keynote a été présentée, j'ai été vraiment intéressé par le challenge technique de son infrastructure, c'est-à-dire de la maquette, et donc j'ai apporté mon soutien à Jean-Pascal pour sa gestion. Voilà, il se déguise occasionnellement comme vous avez pu le voir ce matin. Donc l'histoire du train dans le modélisme ferroviaire, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un train quand j'avais à peu près 7 ans. C'était comment dire, assez compliqué à l'époque pour faire avancer un train. C'était de l'analogique, donc c'est-à-dire qu'on avait un moteur à bobine sur 2 rails qui était alimenté et pour faire avancer le train, il fallait changer la polarité et pour le faire avancer plus ou moins vite, donner plus ou moins de jus. C'était un petit peu compliqué et c'était l'ancien temps, on va dire. Et puis, comment dire, il y a quelques temps, donc, Pablo est venu nous voir et nous a dit voilà, on voudrait faire une keynote un peu disruptive, on voudrait faire une maquette de train, ça vous dit? On a sauté sur l'occasion, comme l'a dit Olivier. Et du coup, on s'est dit ok, go, on y va, mais comment on va faire pour piloter ce train, quoi? On va peut-être pas repartir en mode analogique, ça va être un peu compliqué. Comment on va faire ça? Alors si peut-être information quand même pour la keynote, vous avez échappé au drone. Alors l'analogique, c'est un petit peu ça là. Avant, comme je disais, c'était pas mal de bidouilles. Il faut avoir quand même quelques compétences en électronique que j'avais pas quand j'avais une dizaine d'années. Fallait jouer avec des résistances, des transistors, des capacitors, tout un tas de trucs ultra complexes, quoi. Et surtout qui nécessitaient quand même beaucoup de matériel. Alors, on manipule pas du courant fort, c'est que du courant faible, mais comment dire, on se retrouve vite à câbler dans tous les sens. On grille très souvent des composants et surtout, comment dire, on a besoin d'énormément de câbles. Pour info, je sais qu'il y a une maquette assez imposante en Normandie. Ils ont quand même, sur une maquette qui fait à peu près la taille de la salle, mine de rien, 12 km de câbles électriques en dessous, quoi. C'est pour vous dire un peu le ratio. C'est juste impressionnant. On s'est dit, on va pas pouvoir faire ça va pas être possible. Et surtout, c'est qu'entre-temps, le modélisme ferroviaire est passé donc de ce mode analogique au monde numérique, notamment avec DCC, alors pour Digital Command Control, qui est une norme qui a été standardisée par Lens, qui est un fournisseur de matériel pour trains électriques. Donc ils ont voulu digitaliser le train, le numériser ou le digitaliser, parce que c'est de l'anglais, pour justement répondre à ces problématiques-là, et surtout que l'électronique s'était bien miniaturisée. L'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, on va faire passer un courant de 15 volts sur les voies. Et puis sur ce courant de 15 volts, on va venir multiplexer un signal dessus, comme on le fait avec une radio FM au final. Et c'est justement ce signal qui a été normalisé, qui s'appelle le DCC. Ça apporte pas mal d'avantages. Le premier, c'est que avant, en analogique, comme je disais, j'ai appliqué une tension plus ou moins variable pour faire avancer le train. Mais j'avais des effets de bond, parce qu'il fallait une tension seuil pour que le moteur se mette en marche, et puis ça faisait un peu un saut. Là, on a du 15 volts tout le temps, même quand le train est arrêté au final. Parce qu'en fait, j'ai du 15 volts. Ce qui se passe, en fait, c'est que le signal il va être décodé par un décodeur qui est embarqué dans la locomotive. Vu que c'est ultra miniaturisé maintenant, c'est génial. Et lui, il va être capable de dire ok, j'ai 15 volts, maintenant, il faut que je donne du courant au moteur dans tel sens, et je vais lui donner tel ampérage ou tel volt, enfin telle tension. Pardon. Donc on peut faire avancer, comme vous avez pu le voir ce matin, le train de manière très réduite. Alors pour information, le train ce matin, il avait 128 pads disponibles. On était au 4e pas.
Voilà. Donc on pouvait encore diviser par 4 la vitesse du train, quoi. C'est pour vous dire. Chose qui était juste impossible ou impensable en analogique. L'autre chose qu'on pouvait absolument pas faire dans l'ancien temps, on va dire, c'était de faire avancer 2 trains sur une même voie dans des sens opposés. Dès que vous aviez plus d'un train, il fallait commencer à isoler, parce que ils n'avaient pas de décodeur embarqué. Hein. Donc il fallait les isoler, et on ne pouvait surtout pas les faire avancer dans des directions différentes, ça aurait été vraiment très compliqué pour le coup. Au-dessus de ça, Lens, après avoir sévi avec le DCC, a standardisé un truc qui s'appelle ExpressNet. Alors non, c'est pas un nouveau framework .NET. C'est un protocole qui permet de communiquer avec les centrales DCC Lens en l'occurrence, mais qu'ils ont essayé de standardiser. Donc il y a d'autres centrales qui supportent ce protocole et qui permettent de communiquer avec la centrale. Les standards sont disponibles depuis 2003, l'URL qui est juste en dessous. Donc vous trouverez toutes les specs pour communiquer avec la centrale. Alors attention, public averti, c'est vraiment du très bas niveau. Hein. On commence à parler de protocole serial en 9 bits, pas en 8 bits déjà, donc on commence à s'amuser. Et puis là, ils descendent au niveau du bit sur le protocole de com, quoi, avec les bits de parité, etc. Donc faut s'accrocher un petit peu. Mais bon, en cherchant bien, vous trouverez, comme nous on l'a fait, quelques librairies qui permettent de faire ça, et notamment depuis un Arduino. On va en reparler tout à l'heure. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. On va revenir à la maquette de ce matin. Comme l'a évoqué Pablo un petit peu pendant la keynote, on a utilisé une centrale DCC, un Arduino pour communiquer avec la centrale DCC en ExpressNet donc. Et sur ce Arduino, on a juste branché des pins, bien méchamment, depuis un Raspberry Pi qui lui embarque un client en Python RabbitMQ pour se connecter sur la filière RabbitMQ et avoir les events de la keynote. Et du coup, la centrale, elle, va générer le signal DCC qui va partir sur les voies et qui va permettre de piloter le train et les accessoires. C'est-à-dire que là, avec le DCC, on a été capable de piloter et le train et les aiguillages. On peut piloter des accessoires et donner plein de types d'ordres, c'est ça qui est assez intéressant avec le DCC aussi. Alors pourquoi on aurait très bien pu aussi communiquer directement en DCC sur la voie, parce que c'est une spec qui est ouverte hein, aussi de faire du DCC, c'est juste que la centrale nous offre certaines fonctionnalités intéressantes du genre la détection de court-circuit. Oui, il y a beaucoup de court-circuit sur un train. Dès que vous avez 2 roues qui touchent un aiguillage pas comme il faut, hop, là, un court-jus. Là, c'est tous vos composants qui grillent. Ce qui est intéressant, c'est que les centrales, maintenant, elles sont capables de le détecter et de couper le courant toutes seules pour protéger tout le matériel. Donc, c'est assez intéressant, ça peut valoir le coup. Voilà, donc là, je vous ai expliqué un petit peu comment piloter le train. C'est bien, on est capable de le faire avancer, de le diriger avec des aiguillages, mais où qu'il est, mon train? Olivier a essayé de répondre. Alors, dans le cadre de notre keynote, nous avions un besoin bien précis, savoir quel train était utilisé et où il se situait. Or, on l'a vu avec Jean-Pascal, le DCC nous permet de piloter le train, mais pas de savoir où il est. Donc nous avons passé en revue différentes techniques de détection et afin de trouver celle qui a répondu au mieux à notre besoin. Nous avons commencé par la détection infrarouge, qui repose sur un principe de barrière lumineuse. Lorsque vous avez le train qui coupe le faisceau infrarouge, l'information est remontée à son contrôleur, ici un Arduino, puis transmise à la centrale. Nous avons une partie de l'information, à savoir la position du train, puisque nous connaissons la position du contrôleur, mais nous ne connaissons pas l'identité du train qui a coupé le faisceau lumineux. Alors, de plus, on a eu des petits soucis avec cette technique de détection. Il faut savoir que c'est très sensible aux parasites extérieurs, notamment la poussière, la lumière. Et on s'est aperçu que c'était sensible à la lumière des flashs, ce qui pouvait poser problème lors de notre keynote. On s'est ensuite intéressé par les techniques de détection des passionnés. Et souvent, on nous recommandait l'utilisation des interrupteurs à lame souple. C'est un composant constitué de lamelles métalliques qui s'active par la force d'un aimant lors du passage du train et envoie l'information au contrôleur puis à la centrale. Son principe simple et efficace en fait un détecteur de choix. Malheureusement, comme son prédécesseur, nous n'avons qu'une information partielle, à savoir la position du train, mais nous n'avons toujours pas l'identité du déclencheur. Notre maquettiste nous a ensuite orientés vers la détection de courant. Le principe est un peu plus complexe. Il faut qu'on isole électriquement notre circuit en segments. Lorsque vous avez un train qui arrive sur un segment, sa consommation électrique active un détecteur de présence qui va tenir au courant le contrôleur, puis la centrale.
Il y a aussi un point particulièrement compliqué avec la détection de courant, c'est que c'est une installation lourde. Donc ces contraintes d'installation et de configuration, d'autant plus qu'on n'avait qu'une information partielle, nous ont fortement refroidi. Alors on s'est réunis avec notre CTO préféré, Pablo, afin de trouver des nouvelles solutions de détection qui seraient applicables à notre keynote. Alors bien évidemment, on a passé en revue un peu la keynote 2015, on a pensé au boîtier de vote, et là on s'est dit oui, la RFID. Là voilà notre solution. Nous avons une technologie sans contact, applicable à notre train. Nous avons le matériel à portée de main, et en nombre suffisant, donc le matériel c'est récupéré sur les boîtiers de vote, et on a la maîtrise de son utilisation en utilisant un Raspberry Pi et du code Python. Comment fonctionne la RFID? Simplement, un système RFID est constitué de deux composants, un marqueur, généralement appelé puce RFID, et un lecteur. Le lecteur produit un champ électromagnétique. Lorsque la puce ou le marqueur traverse ce champ électromagnétique, il s'alimente, puis transmet ces informations au lecteur. Donc nous utilisons l'identification par RFID pour notre keynote. Lorsque le train équipé d'une puce traverse le lecteur, l'information est traitée par le Raspberry en Python avec la librairie RFID IoT. Donc il récupère l'ID du train et il a aussi en son sein une base de référence. Donc c'est un fichier JSON que l'on exploite pour reconnaître le train. Étant donné que notre RFID connaît sa position, il transmet l'ensemble des informations, donc l'ID du train et l'ID de sa position, à notre serveur central RabbitMQ, toujours en format JSON. Alors, nous avons ici une technique de détection qui répond complètement à notre besoin. Nous avons d'ailleurs réalisé des tests et on a réussi à avoir une très bonne détection, même à grande vitesse. Il faut savoir aussi que les puces RFID se cachent très simplement dans les wagons et que sa simplicité d'installation nous ont permis en fait de déménager les équipements très simplement. Vous l'avez vu, après la keynote, la maquette a disparu et est maintenant installée au premier étage. Alors, une petite remarque là-dessus, lors de nos tests initiaux, on n'avait pas le train complet, on avait uniquement les locomotives. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'un moteur électrique de locomotive produit un champ électromagnétique et qu'à forte vitesse, ce champ électromagnétique perturbe la détection RFID. On a aussi regardé, survolé d'autres technologies de détection un peu plus ardues. Donc je vais vous les présenter un peu succinctement. Vous avez le positionnement GPS et radio. Donc là, c'est un principe de triangulation. Vous avez une antenne sur votre train et il est triangulé. Donc vous avez donc l'antenne, des antennes qui sont réparties dans l'ensemble de votre salle et le signal est triangulé pour avoir une précision, ici annoncée, on n'a pas testé, d'à peu près 10 mm. Donc ce qui est suffisant pour détecter assez précisément son train. Le QR code. Le QR code, c'est un peu plus simple. Vous avez un Raspberry Pi, une Picam. Vous avez un QR code collé verticalement sur votre train. Et lorsque le train arrive au niveau de la Picam, lecture du QR code et vous avez les mêmes informations que le RFID, donc l'ID et la position. On a vu aussi ce matin du machine learning pour reconnaître des animaux. On peut tout à fait l'exploiter pour reconnaître des locomotives. Alors, cette technologie est l'une des plus onéreuses. Vous avez pour la reconnaissance besoin de caméras haute définition, donc ce qui va avoir un coût conséquent. Mais par contre, vous pouvez améliorer la détection en utilisant des datasets spécifiques aux locomotives. Donc du coup, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu dans tout ça. On va juste vous remontrer un petit peu comment la maquette était montée du coup. Je t'en prie. Donc là, c'est un petit peu le schéma qui fait pas peur. Donc on a notre voie avec donc le détecteur avec la carte à filer qui était glissée sous les voies,
qui allait donc émettre l'ID du train et sa position au RabbitMQ. Et on a donc la centrale DCC qui est connectée sur les voies, qui fait avancer le train, qui va être piloté donc par le Arduino, qui lui dit d'avancer et de piloter les aiguillages, qui est remonté sur le Raspberry Pi. Et ce Raspberry Pi là, qui pilote donc le Arduino, communique avec le RabbitMQ, ce qui fait que quand un train, on donne l'ordre au train d'avancer par le Raspberry Pi, qui va le faire avancer. Quand le train va passer sur une carte RFID qui était aux entrées des gares, en fait, on récupérait l'événement et on avait un petit timer qui nous disait bon, bah, après 20 secondes, tu t'arrêtes. Et il s'arrêtait. Magie. Donc, et en plus de tout ça, le reste des applications de la Keynote pouvaient être notifiées donc, des positions des trains et de leur état. Je t'en prie. Alors, la recette du succès pour la détection RFID. T'as ton micro, en fait. Donc la recette du succès pour la détection RFID, donc je vous l'ai fait un peu comme une recette de cuisine. Notre grosse cocotte minute, c'est bien sûr du code Python, avec notre cher bouquin de cuisine qui est la librairie RFID IoT. Donc un Raspberry Pi version boîte, donc protégé pour avoir quelque chose quand même de plutôt solide, 58 €, un lecteur RFID dénudé. Dans le sens où les rails, on a plutôt intérêt à ne pas déformer les rails, donc on a pris vraiment la plaque. Et des puces RFID MIFARE, donc la technologie de communication spécifique là. Donc voilà, vous avez quand même une solution de détection un peu plus cher que la version électronique, mais beaucoup plus efficace. Alors, on voudrait remercier 2 sites principalement. Donc Locoduino, qui a été notre fer de lance sur le pilotage de la centrale DCC, le pilotage aussi de l'ensemble des composants électroniques, donc circuits d'infrarouge, circuits de détection de courant, et ainsi de suite. C'est un site français pour le coup, donc vous pouvez y aller sans problème. Il y a beaucoup de détails, il est très complet. Et il y a un forum derrière avec des membres actifs, donc c'est vraiment sympa. Et très orienté donc Arduino, ce qui nous intéressait, et aussi électronique. Et au Petit Train, un site belge. Alors là, c'était plutôt un site d'un passionné qui nous a apporté beaucoup d'aide sur tout ce qui était schéma électronique. Plus des informations sur les nouvelles technologies de détection propres au DCC. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous avez mis l'Arduino, vous auriez, j'imagine, pu piloter la centrale directement depuis le Raspberry. C'est parce que la librairie sur Arduino était mieux que celle de... Non, c'est juste à cause du serial 9 bits, du protocole ExpressNet, qui sur un Raspberry Pi était un peu en casse-pied. Et surtout, c'est que le code existait. On a retrouvé aussi du code pour les Arduino. Des gens notamment qui s'étaient recodés carrément des manettes pour piloter leur train, etc. Du coup, sur du Arduino, ils avaient mis ça, pas sur du Raspberry Pi, donc on est resté là-dessus. Une autre question? Oui. J'avais une question, mais c'est bon, ça a été répondu. Concernant en fait, dans les possibilités de détection de la loco, vous avez parlé du QR code relié sur le... Verticalement. C'est pas très esthétique, ceci dit, mais bon. Ouais, voilà. Et, au niveau de la vitesse du train, ça vous posait pas? Alors, vous avez obligatoirement une limitation de la vitesse du train. Ça dépend aussi de la qualité de la caméra. Là, je vous ai proposé une solution avec une Picam. Si vous avez une caméra haute définition, vous n'aurez pas de limitation. Enfin, contre, Picam, en fait, de toute façon, pour de la détection, il y a toujours une limitation parce que toutes les solutions de détection ont besoin d'un peu de temps pour le trouver, quoi. Que ce soit l'ILS, si le train il passe trop vite, le signal, vous n'aurez pas le temps forcément de le voir, par exemple, ou il n'aura pas eu le temps d'être assez aimanté pour se connecter. L'infrarouge, vous avez quand même des blancs entre chaque wagon, donc est-ce que ça va marcher ou pas, c'est très sensible. Enfin, toutes les solutions ont leurs petits inconvénients, on va dire. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire et du prix que vous voulez y mettre. C'est surtout ça l'idée. D'autres questions? Oui. Ce matin, on était à une keynote sur les beacons. Pourquoi vous avez pas aussi utilisé ce dispositif pour pouvoir reconnaître votre train? Parce qu'il faut pouvoir embarquer le beacon dans le train, et que c'est pas évident quand même, c'est des gros morceaux. Et une puce RFID, c'est vraiment très petit, quoi. Ça s'est pas vu sur la maquette, donc ça a été un argument de pour aussi pour nous.
Je crois que j'en ai une dans la poche. Non, mais ça, des puces RFID, vous voyez ce que c'est. Enfin, il y en a toute taille. Hein. Ça peut être gros comme ma main. C'est ça. C'est à peu près la taille d'une pièce de 20 centimes. Ça, c'est ce qu'on a utilisé ce matin. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur les puces RFID, c'est que plus la puce est petite, bien évidemment, son antenne est petite et le taux d'erreur de détection est important. Donc là, on a utilisé des clés, des badges qu'on a un peu retaillés à la Dremel. Mais c'était essentiel parce que les petites antennes préconisées avaient un taux d'erreur assez important. Une dernière ou pas? Non, c'est bon? Bon, bah, écoutez, merci. Merci beaucoup.